Et puis j'ai plus de travail, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ils ont répondu, écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en pensez. C'est sympa, non, c'est sympa, ils s'occupent bien. Alors donc aujourd'hui, c'est le grand débat national. Manu, ça s'est vu, on sait. Faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. La répression policière à tout va, ça marche pas. Dégager les ronds-points à coups de lacrymogène, ça marche pas. Les éléments de langage, l'enfumage dans le débat public, ça marche pas. Les fausses ou les micro-concessions, là, ça marche pas, ça prend pas. Les gens continuent à être en colère, ils continuent à savoir ce qu'ils veulent. Donc on les fera pas rentrer chez eux comme ça, hein, ça marchera pas. Et puis la lettre, d'ailleurs, ça sert à quoi ça dit quoi? C'est quoi le but? C'est quoi l'histoire en fait? C'est à lui qu'il faut demander. Mais enfin quand même, le simple fait de se sentir obligé de lancer comme ça un grand débat national et de se lancer dans une communication via une lettre nationale, ça veut dire quand même quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer? Bon, au moins deux enseignements, c'est que les Gilets jaunes, tout de même, parviennent à mettre non pas un coup d'arrêt, mais à mettre un peu en difficulté la Macronie, mais on sait, et on apprend par ailleurs, que c'est pas du tout suffisant pour vraiment arrêter les trains de réforme et renverser la vapeur. Et notamment, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que ça va beaucoup plus loin, c'est que non seulement c'est pas suffisant, mais on va voir que le coup que va tenter Macron, et les gens qui le suivent, c'est de se servir de ce débat public pour en tirer argument et pour continuer son train de réforme. Et pour dire, vous voyez, en fait, mes réformes sur lesquelles j'ai été élu, en fait, c'est aussi ça que veulent les Gilets jaunes. Le conflit d'interprétation autour de ce grand débat national, il est simple, c'est est-ce qu'il faut y voir un débouché intéressant et heureux à la crise des Gilets jaunes, un débouché institutionnel pour sortir par le haut de la crise, ou est-ce qu'il faut y voir au contraire une manœuvre d'enfumage, une manière d'étouffer la colère populaire pour se débarrasser des Gilets jaunes qui rentrent chez eux bien tranquillement et que la vie reprenne son cours, avec de toute façon des résultats qui finiront dans un tiroir ou à la poubelle, et juste toute cette manœuvre aura servi à justifier une sorte de remontada du président dans les médias, voire sa petite campagne européenne qui va démarrer. Alors qu'est-ce qui nous permet de dire que ce grand débat national est une stratégie d'évitement, pour éviter d'avoir à traiter autrement que par la répression policière les questions dangereuses pour lui que soulèvent les Gilets jaunes? Alors je vois trois axes, je vais développer trois arguments. D'abord je vais montrer qu'on a là une manœuvre typique d'évitement, qu'on retrouve tout le temps dans l'histoire et qui est tout le temps utilisée par le pouvoir, qui consiste à mobiliser la majorité silencieuse, ou une supposée majorité silencieuse, contre un mouvement protestataire qui est en train de s'organiser et qui, lui, est dans la rue et mobilisé. Ensuite, je vais montrer que sur ce débat précis, la manière dont il est organisé, la manière dont il est préparé, montre qu'on a toutes les chances de ne pas être entendu. Et enfin, je vais essayer de montrer que non seulement il est fort peu probable qu'on soit entendu, qu'on soit réellement entendu, mais qu'en plus, Macron et le gouvernement vont se servir de cette pseudo-consultation pour légitimer les réformes qu'ils voulaient faire de toute façon. Montrons d'abord que ce grand débat national peut être vu comme une technique classique de manipulation de l'opinion publique, que je pourrais appeler, ou qu'on pourrait appeler, de mobilisation d'une supposée majorité silencieuse pour pouvoir liquider un mouvement qui est mobilisé. Il faut écouter tous ceux qui s'expriment, mais il faut aussi se souvenir que la majorité est souvent silencieuse. Et c'est bien pour ça que je lui propose de venir prendre la parole. Pourquoi débattre? Parce qu'on a envie de dire, elles sont là, les revendications. Elles ne sont inaudibles que pour celui qui veut pas entendre. Il y a au moins trois axes assez précis, voire quelques revendications sur des points très très précis et concrets. Le RIC, c'est très précis, on voit ce que c'est, tout est préparé. Le retour de l'ISF, tout le monde voit ce que c'est, il suffit de le rétablir. Et la philosophie d'ensemble de la chose, elle commence à se dégager. Il s'agit de récupérer du pouvoir dans deux sens, dans deux directions, du pouvoir économique pour reprendre un pouvoir sur sa vie, ne plus vivre dans l'urgence des fins de mois, et un pouvoir politique de prendre davantage part aux décisions, voire de décider entièrement pour son propre destin. Ce qui peut signifier plus concrètement une demande de plus d'égalité dans le partage des richesses, notamment mettre fin à certaines injustices fiscales comme l'évasion fiscale, et puis davantage de participation au pouvoir, aux prises de décision publiques, donc davantage de participation, peut-être plus de référendums, moins de représentation, etc.
Mais alors peut-être, admettons que tout cela reste de l'interprétation, que nulle part ce soit marqué très précisément noir sur blanc, que ça a été voté par les Gilets jaunes, etc. Admettons qu'il faille encore un certain travail d'élaboration, d'écriture, de travail pour affiner ces revendications. Pourquoi pas? Allez, faisons cette hypothèse. Mais alors pourquoi malgré tout repartir de zéro? Pourquoi faire comme si les Gilets jaunes n'étaient pas en train de débattre depuis 2 mois sur les ronds-points ou ailleurs, et qu'il commençait à émerger nationalement des thèmes assez cohérents et assez communs? La réponse qu'ils fournissent, c'est qu'ils disent « on ne veut pas seulement interroger les Gilets jaunes qui font du bruit, qui sont haineux, etc., mais on veut aussi que les gens paisibles, la majorité silencieuse s'expriment. » Vous voyez, l'argument, il est particulièrement vicieux parce qu'il sonne démocratique. Et c'est quelque chose qu'on nous ressort à chaque fois. Quand vous avez une grève type SNCF, par exemple, où vous avez le monde syndical qui est mobilisé contre la réforme, ce que nous sort le gouvernement, c'est « Ah oui, mais attendez, on ne sait pas si l'opinion publique est d'accord, il y a quand même une majorité silencieuse non gréviste qui a le droit de s'exprimer, etc. » Donc on joue l'opinion publique contre les grévistes. Et alors là, maintenant, on a cette majorité silencieuse qui sort de chez eux pour aller manifester sur les ronds-points, exiger des choses, et là on nous sort « Ah, attendez, ça c'est juste des gens qui sont en train de crier un peu plus fort, mais qui nous prouve que la majorité silencieuse est d'accord avec les Gilets jaunes. » Donc vous voyez, cette espèce de régression à l'infini qui fait qu'il y a toujours, face à un mouvement mobilisé, organisé, qui fait valoir un peu son droit de manifester, on sort toujours « Attendez, il y a peut-être une majorité silencieuse, un tapis dans l'ombre qui ne s'est pas encore exprimé. » Et donc on finit par se demander « Mais elle est où cette majorité silencieuse ?» Eh bien peut-être nulle part, c'est tout simplement un artefact rhétorique que mobilise le pouvoir pour systématiquement contrer un mouvement qui est en train de lui le mettre en défaut. Ce grand débat national, c'est une réponse aux Gilets jaunes, oui ou non? Parce que si c'est le cas, il faut partir de ce que demandent les Gilets jaunes et débattre à partir de ça. On ne peut pas à la fois leur dire ce grand débat, il est pour vous, donc arrêtez de manifester et de bloquer. Venez tranquillement, autour d'un bon café, en parler en mairie, et leur mettre des thèmes qui ne sont pas les leurs, leur demander de recommencer de zéro, voire introduire des thèmes qui sortent pas du tout de leurs revendications, comme l'immigration ou la laïcité. Ou alors on dit carrément que la séquence des Gilets jaunes c'est fini, voilà, on attend que ça meure complètement, et puis on passe à autre chose, les élections européennes et la campagne de Macron. Il y a des réformes que nous avons mises de côté, précisément parce que nous voulons attendre la fin du grand débat national. Du grand débat national. Et là, évidemment, on voit que même dans cette perspective, la technique ne marche pas tellement, parce que l'opinion publique, là, dans les sondages, elle continue à soutenir les Gilets jaunes, si ce n'est massivement, du moins largement plus que la simple moitié. Là, l'effet recherché, c'est bien de démobiliser, c'est-à-dire de faire en sorte que ce mouvement qui est mobilisé, qui commence à s'organiser, qui commence à gagner en expérience politique, eh bien se démobilise, rentre chez eux, se sépare à nouveau, alors qu'ils étaient unis dans les manifestations et sur les ronds-points, qui commençaient à constituer une communauté politique. Les porte-voix d'une foule haineuse. Alors maintenant, abordons la question du débat lui-même, de son contenu, de la manière dont il est organisé, et ce qu'on va voir, c'est qu'on n'a aucune assurance que ça débouche sur, que nos revendications qui remonteraient débouchent sur vraiment une décision du pouvoir conforme à nos demandes. Faut pas commencer les choses en cherchant le point qui pourrait jeter le doute. Ce type de dispositif consultatif ou participatif, ça commence à être assez bien connu, on y a déjà recours, notamment dans une échelle plutôt localisée. On a l'expérience aujourd'hui de cette ingénierie de la démocratie qui permet à des gens non seulement de s'informer, c'est-à-dire on a des modèles qui permettent d'écouter de l'information contradictoire, de débattre en se respectant. Oui, c'est possible, on peut mettre... Et si on peut pas, à ce moment-là, il faut abandonner toute idée de démocratie. Là, évidemment, c'est d'une ampleur bien plus grande, c'est à l'échelle nationale, mais néanmoins, les règles pour produire une bonne décision publique, une bonne délibération sont connues, et pour avoir confiance dans ce type de dispositif, dans un tel débat, il faudrait que le débat respecte un certain nombre de critères qui sont ceux de la démocratie dite participative. La première de ces règles, évidemment, c'est de clarifier avant le débat les modalités de la prise en compte de ces résultats. La première condition, c'est que ce débat, il ait un enjeu, c'est-à-dire qu'il y ait une perspective de transformation à l'issue du débat. Or, quand on a des ministres qui envoient des signaux en disant « de toute façon, on ne changera rien », c'est le meilleur moyen de tuer le débat avant même qu'il ait commencé. C'est une chose qu'on puisse bien délibérer, même qu'il émerge un consensus, c'est autre chose de savoir comment ça va être pris en compte. Et là, vous savez, vous, comment ça va finir ?
un référendum avec un référendum à choix multiples sur les différents thèmes? Je sais pas. Macron et ses petits technocrates vont prendre les trucs, vont faire leur marché, puis le reste c'est poubelle. Ensuite, une règle essentielle à respecter pour que les participants puissent avoir confiance, c'est que l'organisation, l'orchestration du débat soit confiée à une instance relativement neutre ou indépendante. Et au début c'était le cas, puisque ça avait été confié à la Commission nationale du débat public. Mais ensuite, le gouvernement a récupéré le truc pour le confier à 2 de ses membres, pour confier l'animation à 2 de ses membres. Et certes à 5 garants qui sont chargés de superviser toute l'opération. Donc je vous passe sur l'analyse du statut, du profil de ces différents garants, mais on peut se demander quand même comment d'un débat organisé par 2 membres du gouvernement peut sortir. Comment on peut avoir confiance pour qu'il en sorte des critiques sévères à l'égard du gouvernement, et surtout qu'elles soient prises en compte par le gouvernement. Le débat cesse d'être crédible à partir de ce moment-là et devient finalement une sorte de mixte entre discussion politique et communication politique, et on le voit là avec la lettre envoyée par le président. Un 3e point à propos de cette organisation du débat, c'est de dire que nous devons proportionner notre confiance en regardant ce que notre interlocuteur, donc ici le gouvernement, a fait par le passé. Comment s'est comporté le gouvernement vis-à-vis de consultations citoyennes, en tout cas des consultations qui ont fait participer des élus, des associations, des simples citoyens, etc. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il a récolté toute cette jolie petite paperasse, et puis il s'est mise derrière l'oreille. Vous prenez le plan banlieue, là, le rapport Borloo, les états généraux de l'alimentation. Il y avait un autre truc, c'était... Ah oui, la Convention citoyenne sur l'Europe. Vous savez ce que c'est, ça? Eh ben moi non plus. Comment ce qui n'a pas marché pour des consultations qui sont plutôt plus précises, plus locales, pourrait marcher à une échelle nationale alors qu'il s'agirait vraiment de contester la politique du gouvernement? En confiance, j'appelle... Ça se décrète pas, la confiance, mais ça se construit, Richard Ferrand. Ensuite, 4e point, il faut vérifier que dans ce débat, les organisateurs ne cadrent pas trop la discussion. Et là, c'est assez ambigu, parce que c'est assez compliqué. Sur le site du gouvernement, il y a 4 thèmes qui sont proposés, et moi, je trouve ça assez satisfaisant. Et puis, relativement conforme au cadre général des revendications, des grands thèmes qui émergeaient dans les revendications des Gilets jaunes. Mais si vous regardez la lettre de cadrage de Macron, on voit qu'il donne des thèmes supplémentaires, et même que sur les thèmes qui sont déjà proposés au débat national, il donne, lui, ses propres réponses. Il y a aussi tous les thèmes que proposent, comme ça, à la volée dans les médias, les porte-paroles du gouvernement. Donc on ne sait pas trop, en fait. Est-ce que c'est extrêmement large? Est-ce que ces thèmes sont des figures imposées? Il est précisé que non. Donc il est précisé qu'on va débattre autour de ces thèmes, mais qu'on a le droit de parler d'autres thèmes. Là, il y a un équilibre à trouver, je sais pas trop quoi en penser, entre une certaine précision, pour que ça parte pas dans tous les sens, sinon on peut pas délibérer, en fait, sur du n'importe quoi, et puis des thèmes imposés. C'est peut-être pas le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est plutôt... quand le gouvernement met des lignes rouges, a priori, avant le débat. Par exemple, sur l'ISF, le président a été super ambigu. Ah non, je reviendrai pas sur les mesures prises par le gouvernement censées stimuler l'investissement. Ensuite, il nous dit ah non, l'ISF, on peut en parler, moi, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de totem, pas de tabou, aucun souci. Et puis ensuite, il nous dit ah non, on n'en parle pas, parce qu'en fait, on a confié une évaluation de la mesure à une commission Théodule qui va rendre un rapport de je ne sais quoi et je ne sais quand, et vous allez voir, on peut pas trop en parler, laissons nos grands technocrates s'en charger. Beaucoup de gens qui disent il faut remettre l'ISF parce que comme ça on serait juste. On sait pas, quoi. Donc, de toute façon, on va en parler, et puis ils vont se prendre ça dans la gueule. Alors, pour finir sur cette question des cadrages, là, il y a un truc qui me semble encore plus important. J'ai parlé donc, des thèmes imposés, des thèmes a priori refusés, mais surtout, ce que je vois, c'est le cadrage au sens de l'orientation, la manière orientée de poser des questions. Et si vous regardez les documents qui sont proposés sur le site legranddebatnational.fr, là où je sais plus quoi, si vous regardez les documents de préparation, donc les documents sur lesquels on peut travailler, on peut amener en mairie, et puis commencer à discuter là-dessus, il y a même des questionnaires à la fin pour animer bien le débat. C'est une bonne idée, ça. Mais si vous les analysez, j'ai pas fait l'analyse sur les 4 livrets, j'ai juste regardé le fichier sur la fiscalité et les dépenses publiques, mais c'est absolument abominable.
c'est que toutes les questions, et même la présentation, la manière soi-disant neutre de présenter les choses, mais est complètement orientée. L'enjeu n'est pas de détricoter l'ensemble de ce qui a été mis en place. Tout y est formulé en termes de questions biaisées, de faux dilemmes ou de questions chargées. Dans le livret Fiscalité et dépenses publiques, le présupposé quasi systématique, c'est la nécessité de faire des économies en réduisant la dépense publique et en baissant les impôts. Regardez par exemple la question 4. Quels sont les impôts qu'il faut baisser en priorité? Ah ben tiens. Ou encore la 5. Afin de baisser les impôts et de réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité? Et si on disait plutôt qu'il faut augmenter l'offre de services publics et que c'est à vous de vous démerder pour trouver l'argent, en récupérant par exemple les dizaines de milliards que la France perd chaque année à cause de la fraude fiscale. Et autre source de soucis, je suis embêté parce qu'en lisant ces pages, il ne peut pas me venir à l'esprit, par exemple, d'augmenter les cotisations sociales. Parce que il va falloir financer les retraites, ou parce que je veux améliorer la situation du secteur hospitalier. Et ben non, c'est pas possible parce que les choix ne portent que sur les impôts et les taxes. Or la cotisation, c'est pas un impôt, ça passe pas, ça transite pas par l'État, ça va directement à la sécurité sociale. Mais ça, on peut pas en parler. Non, non, ah, regardez là-bas, il y a une dépense publique. La France a le record du monde de la dépense, et le record du monde des prélèvements obligatoires. Alors que les gilets jaunes, moi, si je comprends bien, ils réclament peut-être moins de baisser les impôts que de les répartir plus équitablement. C'est pour ça qu'ils demandent le rétablissement de l'ISF. Admettons même qu'on parvienne à faire émerger de l'originalité, on n'a vraiment aucune garantie, en tout cas pas assez, que ce soit pris en compte. Voilà le point où je voulais en venir, quand j'ai dit qu'on voit aux questions qu'elles sont orientées de telle manière que la réponse aille dans leur sens, et je pense que Macron, le gouvernement, les classes qu'il représente, vont se servir de cette grande consultation pour feindre que le peuple les confirme dans les réformes qu'ils ont déjà faites et qu'ils ont prévu de faire de toute façon si les Gilets jaunes ou une autre entité mobilisée ne les arrête pas. Ce que je veux montrer, c'est que tout est organisé de telle manière que Macron tente en fait sur ce coup une manœuvre d'astroturfing. Technique de communication qui consiste pour un décideur, en fait, à faire semblant que ses propositions ou ses décisions ne sont pas les siennes, mais viennent en fait de la base, du peuple ou de ses militants, s'il est chef d'un parti par exemple. Le terme astroturfing, ça fait référence à une marque de gazon synthétique, AstroTurf. Vous voyez le gazon comme métaphore de la base, mais du coup la fausse base, le faux gazon. En anglais, on appelle mouvement grassroots des mouvements qui s'auto-organisent. Des mouvements qui se mobilisent sans l'aide d'un parti, par exemple, d'une grosse organisation capable de les structurer. Typiquement comme les Gilets jaunes. Et donc, l'idée d'astroturfing, c'est que le décideur va simuler qu'en fait, ces décisions qui viennent vers le haut, qui viennent du haut, qui sont verticales, viennent en fait de la base et sont horizontalement organisées. La question des cagnottes, pour moi, elle est intéressante parce qu'on a là des gens qui nous disent qu'ils ont un rejet vis-à-vis de l'impôt, mais qui en même temps veulent bien donner à des cagnottes de solidarité, c'est-à-dire recréer une forme d'impôt lorsqu'il est fléché. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il n'y a pas assez de clarté sur les impôts. On a un millefeuille fiscal en France. Sans doute, ce débat sera-t-il l'occasion de remettre sur la table la lisibilité de l'impôt pour avoir plus de consentement à cet impôt. Et je suis quasiment sûr que Macron va nous astroturfer tout ça. Ils vont se démerder pour faire semblant que les résultats de cette consultation soient des sortes de confirmations qu'il faut continuer les réformes. Les résultats ne peuvent pas être immédiats et l'impatience que je partage ne saurait justifier aucun renoncement. Le gouvernement, dans les prochains mois, devra poursuivre ce travail pour ancrer nombre de ces réformes dans notre quotidien. Donc je pense que nous, il faut qu'on cherche à bien comprendre là où il nous autorise à aller, et là au contraire où ça le dérange qu'on tape en fait. Et donc tirer les enseignements des différents écrits, ou de ce qu'ils peuvent dire dans le débat public, ou de sa lettre, ou des documents préparatoires au grand débat national, et en tirer les enseignements pour nous, en creux, voir ce qu'on doit défendre. Si on prend par exemple le thème de l'élu bashing, ok, donc on voit bien que notre sens de la justice nous recommande d'être scandalisé par tel ou tel avantage indu dont profitent les députés ou tel haut fonctionnaire. Ok, d'accord, admettons. Mais
Bon, d'une part, il faut savoir que, en fait, même si on leur retire telle retraite, tel cumul de retraite ou tel autre avantage fiscal ou je sais pas quoi, en fait, ça change pas grand-chose parce que ça pèse pour rien du tout dans le budget de l'État. Mais bon, admettons que c'est une question d'égalité, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en un sens, ça sert la soupe à Macron, parce que lui, ça l'arrange pour préparer sa réforme des institutions, et ça l'arrange dans le cadre d'une sorte d'hyper-présidentialisme où le Parlement, si on parle des députés, est considérablement affaibli par rapport à l'exécutif. De sorte que on a l'impression d'être extrêmement fort, extrêmement violent, du coup on va récupérer notre pouvoir face aux élus, etc. Et là, en fait, comme un judoka, vous savez, qui utilise la force de l'adversaire ou le poids de l'adversaire pour le faire basculer, Macron pourrait bien nous la jouer comme ça. Et oui, allez, vous avez bien raison de vous lâchez-vous sur les députés, parce que moi, derrière, en fait, je vais leur en mettre plein la gueule aussi. Donc, là, c'est ambivalent, c'est ambigu, il faut faire attention à ces trucs-là. Et pourquoi pas, là, sur cette question des élus, plutôt que de demander juste un tout... Enfin, on peut le demander aussi, on peut l'exiger aussi, juste une petite question de leur baisser leur rémunération ou je sais pas quoi, allons-y, il faut être ambitieux, en fait, faut pas rester tout petit. Et disons, écoutez, nous, on veut changer de république, par exemple, on veut une 6ème république, on veut une constituante, on veut changer la manière dont les chambres prennent leurs décisions. Je vous donne une piste sur ces questions de pouvoir d'achat, de justice sociale ou de répartition des richesses. J'ai dit plus haut que s'il y avait bien un sujet qui était absent de tous les documents préparatoires, c'était la cotisation sociale. On n'en parle pas du tout. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça arrange bien Macron. Et c'est là qu'il va pouvoir un petit peu se faufiler pour nous avoir. Ça arrange bien Macron parce que lui, son but, c'est de liquider à terme, sur le long terme, la sécurité sociale comme moyen collectif de prévention des risques. Désormais, un peu le monde qu'il cherche à installer, c'est tu te démerdes pour préparer ta retraite, tu te démerdes pour gérer ton chômage. Pour changer en profondeur les règles de l'indemnisation du chômage, afin d'inciter davantage à reprendre le travail, l'organisation du secteur public pour le rendre plus efficace, et notre système de retraite pour le rendre plus juste. C'est pour ça que je crois que, en fait, ça ne le dérange pas tant que ça de lâcher un peu de lest sur le salaire individuel. Parce que son véritable but, c'est d'instaurer un monde, en fait, un monde du chacun pour soi. C'est-à-dire d'en finir avec les institutions sociales qui ont été mises en place, surtout à l'après-guerre. Mais nous tenons, enfin il me semble, à un système collectif, mutualisant, avec une forte péréquation à l'échelle nationale. Et on va avoir besoin d'argent pour financer les retraites, et puis de toute façon, faut qu'on améliore notre système hospitalier. Concrètement, pour contrer son astroturfing, on pourrait écrire, par exemple, augmenter les cotisations, en prenant sur les profits, sans toucher au salaire individuel, voire en l'augmentant. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais écrire. Et là, vous allez voir, parce qu'on va voir sortir du bois les véritables adversaires, qui vont se mettre à pleurnicher. Je développe juste ce point-là, pour être bien précis. À mon avis, il y a un problème dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on est trop obnubilé par la personne de Macron. Mais bon, c'est pas étonnant. Mais ça nous conduit à adresser nos demandes entièrement à l'État, et à nous placer vis-à-vis de Macron, vis-à-vis de l'État, en situation de demandeur. De personnes qui demandent, alors qu'on devrait non seulement exiger, mais tout simplement prendre. Pourquoi ça? Parce qu'on a trop tendance à envisager l'augmentation de notre pouvoir d'achat en se focalisant sur les baisses d'impôts et de taxes. Donc à nous focaliser du côté de la redistribution en aval. Et en effet, dans cette perspective, c'est bien l'État qui est l'interlocuteur privilégié, puisque c'est lui qui a la main sur les leviers des impôts et des taxes. Mais pourquoi ne pas envisager les choses en amont? Du côté de l'augmentation des salaires, de ce qu'on appelle la répartition primaire. Vous savez qu'en économie et en comptabilité nationale, on distingue la répartition primaire de la redistribution. La répartition primaire intervient en amont, quand on divise au sein de l'entreprise la valeur ajoutée en grosso modo en trois grosses parts. Une qui revient à l'employé individuel, c'est le salaire direct ou net. Une qui revient à l'entreprise et ses propriétaires, c'est ce qu'on appelle le profit, ou précisément l'excédent brut d'exploitation, et ce qui est socialisé, ce qui va directement vers la sécurité sociale, que sont les cotisations sociales. Ah oui, et puis aussi, la soi-disant distinction entre cotisation patronale et cotisation salariale, c'est complètement bidon, ça n'existe pas, il n'y a que des cotisations tout court qui sont prises sur la valeur ajoutée. Peut-être qu'un jour je vous expliquerai ça plus en détail. Ça, c'est pour la répartition primaire. Et une fois que chacun a reçu sa fraction de la valeur ajoutée, on peut procéder donc en aval
à ce qu'on appelle la redistribution, via des impôts et des taxes, qui sont donc des prélèvements sur des revenus et des consommations. C'est là que certains se disent « Oh là là, mais moi j'en ai pas beaucoup, et j'en vois plein qui en ont beaucoup plus, donc il faudrait eux les taxer davantage, et moi m'enlever un peu des impôts. » Mais le problème c'est que les riches et les puissants, ils veulent pas, ils considèrent que c'est leur argent, et ils rechignent à consentir à payer davantage d'impôts. Mais il y a un moyen très simple de faire que ces petits chéris n'aient pas l'impression d'être spoliés, c'est de faire en sorte que cet argent qu'ils ne veulent pas cracher, ils ne l'aient jamais reçu. Pour obtenir ça, il faudrait intervenir et placer nos exigences dès la répartition primaire, et ne pas attendre que la valeur ait été répartie, pour demander ensuite « Est-ce qu'il serait possible, s'il vous plaît, de redistribuer les choses de manière un peu plus équitable ?» Non, dès la répartition primaire, on prend. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui prenons la valeur. Ça, c'est quelque chose de précis qu'on pourrait faire. Demander l'augmentation du taux de cotisation en le prenant sur le profit. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui est complètement verrouillé dans le débat public. Et dans les petites fiches, là, à aucun moment on nous en parle. Ça demande de notre part un vrai travail politique, une conversion du regard. Parce que, évidemment, ici, l'État est un acteur important, mais le véritable adversaire, ça devient les classes possédantes. Vous voyez, le patronat organisé, là, celui qui se réunit à Davos, celui que Macron reçoit en grande pompe, celui qui s'organise à travers le MEDEF, etc. Et là, on va découvrir la véritable adversité. Et ça va pleurnicher. Ça va pleurnicher. D'abord, on peut voir ce grand débat comme une manière d'opposer aux gilets jaunes mobilisés une opinion publique, une majorité silencieuse. Ensuite, on peut se demander quelle garantie on a que nos décisions soient vraiment prises en compte, aboutissent à une décision publique, elles sont vraiment faibles. Et enfin, on peut voir ce grand débat national comme une manière pour Macron de pratiquer un astroturfing, et donc de se servir de ça pour imposer sa vision des choses. Bon, et puis enfin, vient la question fatidique, bon alors on y va ou pas? Moi, je vais pas dire non. Qu'est-ce que je dois faire? Chacun fait comme il veut, hein. Moi j'ai tendance à dire, malgré tout ce que j'ai dit, oui, allons-y. Je vous donne quelques arguments. D'abord, ça évitera qu'ils disent « Ah, regardez, ils ne participent pas à la démocratie, ce sont des foules haineuses, ils ne savent que bloquer, que casser, etc. » Ça leur ferait trop plaisir, en un sens. Ensuite, j'ai envie de dire, ça nous ferait un bon entraînement. Je pense que beaucoup d'entre nous ne sommes pas forcément formés à réfléchir en termes de débouchés institutionnels, par exemple, à nos idéaux politiques. Et ça peut être pas mal de débattre pour essayer de mettre en forme concrètement, au sens de vraiment institutionnellement, des idées qu'on a un peu plus abstraites. Ensuite, je pense que c'est pas incompatible avec la poursuite de la lutte des Gilets jaunes. J'ai envie de dire même au contraire. C'est-à-dire que plus on sera mobilisé à continuer à faire pression, plus les thèmes qu'on pourra porter, les revendications qu'on pourra porter, qui émergeront de ce grand débat, auront de la force. Et là, l'idée, ce serait de transformer ce débat, non pas en consultation, mais en véritable négociation. C'est-à-dire, on arrive dans un rapport de force, où on force notre interlocuteur à nous traiter comme un égal, parce qu'on représente une véritable puissance. Et puis enfin, essayons de contrer la stratégie de Macron. Et faisons comme lui. Utilisons ce grand débat contre lui, et imposons les thèmes qu'il n'a pas envie de voir, de telle sorte qu'on pourra dire ensuite, une fois qu'ils auront émergé, à supposer que la procédure de remontée soit fiable, que lorsque les journalistes, par exemple, lorsque les médias rapporteront, il y a tel thème, ISF qui arrive en premier, ou RIC qui arrive en premier, etc., on pourra dire, s'ils ne les transforment pas en décision publique, voyez, vous n'avez pas respecté la volonté du peuple. Et donc là, on est reparti pour un tour. Enfin, il continuera à se foutre de notre gueule, mais au moins, pour tout un tas de gens qui sont un peu gneneux en politique, ils auront quand même la démonstration que vous voyez, ce gouvernement ne respecte pas la volonté du peuple. De sorte que la question qu'on doit se poser, c'est de comparer les risques et bénéfices respectifs d'une participation qui validerait son astroturfing, ou bien d'une participation qui nous permet, nous, de pousser nos thèmes, et éventuellement d'utiliser cette consultation pour la retourner contre celui qui l'a lancée. Vu qu'il en a parlé maintenant, on va aller jusqu'au bout maintenant, on va voir s'il va jusqu'au bout de son truc, lui. Quoi qu'il en soit, je pense que le principal, c'est de ne pas rendre les armes, de ne pas sortir de la rue. Continuer à rester, à occuper, à maintenir la pression. Parce qu'il n'y a que ça, fondamentalement, qu'ils comprennent. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, faites-la tourner, discutez-en, abonnez-vous à la chaîne, moi ça m'arrange, vous pouvez soutenir mon travail financièrement sur Tipeee.
Ouais, et puis surtout, plus que jamais, si vous restez dans la rue et tout ça, faites gaffe, quoi, parce que les policiers sont complètement tarés en ce moment. Donc vraiment, prenez soin de vous, prenez pas des risques inutiles, parce que c'est des dangers, quoi. Écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en pensez.